Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta, une nouvelle fois pour nos grands entretiens. Avant toute chose, je vous rappelle que tout le contenu de notre rédaction est disponible sur le site www.omertamedia.fr, également sur l'application, et je vous rappelle surtout la parution de notre dernier magazine, Trump, l'Empire contre-attaque, que voici. Et je vous présente aussi également notre invité du jour, Monsieur Michel Fize. Bonjour. Bonjour. Et que nous accueillons aujourd'hui pour présenter votre dernier livre, donc Un président anormal, un essai sur la mégalothymia d'Emmanuel Macron aux éditions Perspectives Libres. Et bien, re-bienvenue. Et nous allons donc parler de ce livre. Alors pourquoi avoir entrepris ce livre sur cette étude de la psychologie d'Emmanuel Macron? Eh bien, j'ai trouvé que ce personnage avait une psychologie singulière. Ceci étant, on pourrait le dire de tous les hommes politiques et de tous les grands dirigeants de ce monde. Ce que je dis de M. Macron, on pourrait le dire en France de M. Mélenchon, probablement. Pour prendre un exemple international, nous citions tout à l'heure M. Poutine. Voilà, donc M. Macron n'a pas le monopole des caractéristiques psychologiques qu'il révèle au monde, voilà, mais qui sont peut-être dans son cas suffisamment exacerbées, voilà, pour avoir envie d'en dresser un portrait. Alors, oui. D'où le titre. Ce qui est important dans le titre, donc un président anormal, c'est le tiret entre A et normal. Donc anormal, donc avec un tiret, j'évoque évidemment les normes. Donc ce que j'entends par anormal, c'est le fait de quelqu'un qui s'affranchit de toutes les normes qu'on peut trouver dans une société, en commençant par les normes sociales, les normes politiques, et qui s'affranchit également des normes psychologiques. Voilà. Et c'est là où on tombe effectivement dans déjà une première approche psychologique. Qu'est-ce que c'est qu'une norme psychologique? Une norme psychologique ordinaire, c'est le fait d'un individu qui a des relations avec autrui. Voilà. Or, le propre de quelqu'un qui est dans une sorte de déviation psychologique de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui justement n'a pas de relation avec autrui. Voilà, ou pour lequel autrui n'est qu'une sorte d'instrument, une sorte de faire-valoir pour un moi qui se trouve, pour le coup, exacerbé. Ce qui est le propre, encore une fois, du mégalothymniaque. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on en a souvent parlé, les médias en parlent souvent, donc la psychologie d'Emmanuel Macron, les médias l'appellent Jupiter, donc ce président un petit peu au-dessus du reste. Qu'est-ce que ce livre apporte de plus à ce qui a été dit encore sur le sujet? Eh bien, il apporte ce qui n'a pas été dit dans les autres livres. C'est-à-dire, les autres livres sont des essais de sciences politiques. Ce sont des livres qui retracent, je dirais, la grande aventure, la longue marche d'Emmanuel Macron vers le pouvoir, qui sont d'ailleurs souvent écrits par des journalistes, donc qui font ou qui ont fait une enquête sérieuse sur le déroulé politique du personnage. Moi, je dirais que la politique m'intéresse moins que le personnage qui s'est retrouvé, à un moment donné, au centre d'une scène, qui pour le coup était une scène politique, mais qui aurait pu être une scène médiatique, qui aurait pu être une scène artistique, peu importe. C'est le personnage là qui va développer ses comportements psychologiques, j'allais presque nonobstant le milieu dans lequel il se retrouve. Voilà. Alors ce que j'essaie de montrer, c'est que ce personnage ne se détermine pas selon des critères politiques. C'est-à-dire que c'est pas le critère politique, c'est pas la stratégie politique qui le détermine, ce sont des déterminations psychologiques. Voilà. Le moteur de son action, c'est ce qu'il a dans la tête. D'accord. Voilà. Et ce qu'il a dans la tête est effectivement explicatif de tous les choix qu'il a pu faire à un moment ou à un autre. C'est intéressant, dans votre livre, vous décrivez donc un homme assez changeant.
Ce qui rejoint aussi cette notion un petit peu de en même temps, le macronisme. Est-ce que vous dites dans votre livre que finalement les Français ont élu un homme instable ? Eh bien, je crois que les Français ont élu un homme qu'ils ne connaissaient pas. Ils le connaissaient par son dynamisme, son volontarisme, qui rejoint d'ailleurs un peu celui qu'on avait connu avec Nicolas Sarkozy. Hein, c'est un peu la même veine de personnages. Hein, un peu des self-made man, en tout cas pour Macron, self-made man politique. Hein. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron n'aime pas le milieu politique, il n'aime pas la classe politique, hein, il n'a même que mépris. Hein, il y a des livres qui montrent bien qu'il a mépris pour cet univers. Voilà. Donc pour lui, ce qui est important, c'est de pouvoir développer donc, ce que le chercheur américain Fukuyama avait appelé la mégalothymia. Alors en 2 mots, je précise ce que c'est. Par rapport notamment à la mégalomanie. Hein. La mégalomanie, bon, c'est une affirmation de soi, une affirmation exagérée, exacerbée. Voilà. La mégalothymia, c'est à la fois un besoin de reconnaissance, donc c'est le fait d'un homme qui veut être reconnu, donc quelque part qui peut avoir le sentiment de ne pas l'être, et derrière Macron, on peut toujours imaginer qu'il y a aussi un complexe d'infériorité. Hein, quelque part, le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Et on cite l'exemple de son échec à l'école normale supérieure. Voilà. Je pense que pour lui, ce n'est pas un micro-événement, c'est probablement un événement fondamental dans sa vie, et une cicatrice probablement profonde. Voilà. Et donc, tout simplement parce que je crois que, quelque part, ça le ramène à cette espèce de sentiment d'infériorité qu'il peut avoir par rapport aux autres. Alors, là où il y a mégalothymia et pas seulement mégalomanie, c'est que le mégalothymiaque, il a besoin de voir reconnue sa supériorité par rapport à tous les autres. Voilà, hein, et de montrer que il a raison dans ses choix, qu'il fait les bons choix. Je vais prendre un exemple qui montre bien que ce n'est pas la politique, ni même ses appartenances sociales qui dirigent ce personnage. Au moment de la crise du Covid-19, bon, on dit M. Macron est un libéral. Bon, mais un libéral, par définition, au plan économique, il n'intervient pas. Il laisse faire le marché. Hein. C'est le libre jeu des puissances économiques. Là, il intervient. Il intervient. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas l'idéologie qui va expliquer ses choix, c'est qu'il veut montrer que lui, il peut résoudre le problème, et que lui est le seul à l'avoir résolu. Hein. Et d'ailleurs, il est toujours dans cette affirmation. Vous voyez bien, hein, tout le monde disait qu'on n'y arriverait pas. Voilà. Et donc, pour le coup, l'État n'a jamais été aussi financièrement interventionniste. Hein. On n'a pas aujourd'hui 3200 milliards de dettes, dont 1000 milliards pour le seul président d'ailleurs, hein, sans qu'on puisse se demander est-ce qu'il y a bien la fibre libérale telle qu'on l'a habituellement définie. Non. Le besoin, c'est la supériorité, montrer que lui peut le faire. Les JO, c'est un deuxième exemple. Les JO. Hein, il nous a rappelé récemment, vous voyez, vous aviez dit qu'on n'y arriverait pas, que c'était impossible, hein, voilà. Eh bien, on l'a fait. Entendons, je l'ai fait. Hein. La Tour Eiffel, l'incendie en 2019, je promets qu'en 5 ans, tout sera remis en état. Vous voyez, hein, je l'ai fait. Voyez. Donc, il y a aussi, quelque part, un peu ce qu'on trouve chez M. Macron, ce qu'on pourrait presque appeler un peu d'infantilisme, un peu d'enfantillage. Oui. Voyez, une maturité qui est un peu malmenée quelquefois, une maturité d'adulte qui peut être un petit peu malmenée. Vous voyez, hein, voilà, je suis content, je l'ai fait. Une tendance au caprice, c'est ce que vous dites oui, dans votre livre. Tout à fait. Non, et surtout le fait qu'il a le sentiment que de toute façon, il fait les bons choix.
Donc il écoute, mais en fait, il n'entend jamais véritablement. Ça rejoint d'ailleurs l'épisode de la dissolution, qui n'a pas été compris, même par des personnes de son propre camp, voire même par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal. Une réaction spontanée, personne ne l'attendait, et il va au bout, malgré tout. Oui, avec toujours le même ressort, montrer sa supériorité, et montrer que si sa supériorité n'est pas absolue, eh bien, il faut qu'elle le redevienne. Donc, quel était le projet derrière la dissolution? Eh bien, quelque chose qui n'a pas été souvent dit, mais qui est pourtant, à mon avis, la véritable explication, c'est qu'en réalité, il voulait transformer sa majorité relative en majorité absolue. Donc, il a rêvé d'avoir une meilleure majorité, en se moquant pour le coup, et on revient à l'affranchissement de la norme, pour le coup constitutionnel. La dissolution, c'est pas fait pour ça. La dissolution, c'est fait pour résoudre une crise. C'est pas pour provoquer une crise. Donc, ce que j'ai appelé d'ailleurs dans un papier récent, une dissolution de confort. Comme d'ailleurs celle de Monsieur Chirac en 1997, qui avait une majorité, mais quel était le travers de cette majorité à ses yeux? Elle était trop baladurienne. Donc, il a dissous pour avoir une majorité plus chiracienne. Voilà. Et donc, ce même M. Chirac, qui 2 ans auparavant avait dit « Attention, hein, la dissolution, elle n'est faisable que si la République est en danger ». Elle n'était pas en danger en 1997, comme la France n'était pas en danger au moment de la dissolution en juin dernier. Alors, vous questionnez aussi sa capacité à la relation avec autrui. C'est-à-dire que finalement, cet homme n'est pas capable d'avoir une relation humaine sincère ou durable. Est-ce qu'il est vraiment seul? Est-ce qu'il ne compte sur personne? Est-ce qu'il est influencé par personne? Ce que vous dites dans le livre. Oui, je crois que la mégalothymia, c'est un enfermement. Hein, c'est-à-dire c'est un corset cérébral dont vous êtes vous-même dépendant. Hein, ce qui permet de dire d'ailleurs, parfois, on s'est posé la question, et les journalistes les premiers, est-ce que M. Macron va enfin changer? Voilà. Est-ce qu'il a compris? Lui-même, elle a dit, j'ai compris, après les gilets jaunes, j'ai compris, je serai différent, je vais changer de comportement. Voilà. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pas qu'il n'est pas dans le refus de changement, il est dans l'incapacité du changement. Il est travaillé lui-même par ses forces qui pour lui doivent être très obscures. Hein. Donc, en fin de compte, on revient à la fibre narcissique. Voilà. Être narcissique, aujourd'hui, la psychologie nous apprend que c'est normal. Hein. Qu'il y ait en chacun de nous un amour de soi, et d'abord de soi, c'est normal, c'est pas pathologique. Hein. Voilà. Alors ça, on l'a découvert, parce que pendant longtemps, on a considéré que le narcissisme était une pathologie. Non, le narcissisme devient une pathologie quand il est exagéré, c'est-à-dire quand il n'y a plus que moi. Est-ce que c'est le cas pour le président? Je pense que c'est le cas pour Emmanuel Macron. Hein, là où il ne peut pas changer, c'est que par contre, c'est par exemple qu'il ne peut pas être dans la discussion avec les autres, hein, il ne peut pas être dans une relation saine avec les corps intermédiaires, hein, parce qu'encore une fois, les corps intermédiaires pourraient lui renvoyer une contestation de sa supériorité. Donc, puisqu'il se sent supérieur, il fait les bons choix. Voilà. Et s'il fait les bons choix, il n'a pas besoin de concertation. S'il y a pathologie, ça sous-entend aussi que, sur le point de vue de la santé mentale, ce que vous dites, c'est qu'il y a peut-être des risques aussi. Un homme seul, qui plus est avec du pouvoir, ce que vous dites dans votre livre, est-ce qu'on est sur un président pour lequel on peut se poser des questions sur la santé mentale? Alors, vous savez, il y avait autrefois une expression qu'employaient les psychologues, ils parlaient de maladie de l'esprit. Voilà. Je pense que on ne peut pas entrer sur le terrain de la santé mentale parce que on a quand même rarement connu des dirigeants fous, hein, même si parfois on a pu avoir quelques craintes. Par exemple, Vladimir Poutine. Hein. Vladimir Poutine a beau exhiber de temps en temps la tentation de recourir à l'arme nucléaire. Voilà. Il a suffisamment de raisons
pour savoir qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire, parce qu'effectivement, il conduirait le monde à la disparition, et à commencer par son propre pays. Hein. Donc il y a toujours... la folie, c'est la perte de lucidité totale. Voilà. Donc, est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, le président Joe Biden n'était pas arrivé à un moment donné où il était plus suffisamment lucide aussi pour être... Je fais un parallèle comme ça. Alors là, effectivement, ça pose la question, effectivement, je dirais, des contrôles de la santé physique et mentale de nos chefs d'État. Hein. Bon, on a introduit il y a quelques années le bilan de santé des dirigeants, mais on n'a pas introduit le bilan de santé psychologique. Voilà. Bon. Et je pense que parmi les qualités qu'on devrait pouvoir trouver chez tout dirigeant, c'est la capacité à dialoguer avec les autres, à écouter les autres, éventuellement à fabriquer la décision avec les autres, ce qui d'ailleurs est le propre de la démocratie. Donc évidemment, ça peut être moins gênant en Russie, qui n'est pas a priori une démocratie au sens où on l'entend en Occident, mais en Occident, la décision ne peut pas être une décision autoritaire. Voilà. Mais encore une fois, je pense que n'importe quel président en France, de toute manière, a un appui formidable, c'est la Constitution de la Ve République qui lui donne quasiment les pleins pouvoirs. Donc, on n'a pas besoin d'introduire une dictature en France. Hein, c'est exactement ça. Dans votre livre, vous utilisez les termes république monarchique, d'ailleurs. Et est-ce qu'on en est à ce point-là, où le président est tout-puissant et quasiment intouchable? Je pense que oui, on a parlé de monarchie absolue, on pourrait parler d'une présidence absolue. Hein, d'ailleurs, chacun sent bien que effectivement, la démocratie, qui est quand même fatiguée, c'est le moins que l'on puisse dire, a besoin de mieux répartir les pouvoirs. Donc il faut reconsidérer que un pays, c'est pas le pouvoir d'un seul, et donc surtout en régime démocratique, voilà, qu'un pays, c'est le partage du pouvoir entre l'État central. On parle beaucoup de décentralisation en ce moment, des territoires. Oui, les territoires pourraient avoir leur mot à dire sur de vrais sujets, comme dans les pays fédéraux. Je pense à l'Allemagne. Où effectivement le chancelier ne fait pas tout, parce que les Länder font beaucoup de leur côté et dans des domaines qui sont des domaines importants. Je voudrais aussi vous poser la question, parce que vous en parlez dans votre livre aussi, des relations que Emmanuel Macron peut avoir. Il y a des relations qui durent, malgré tout, notamment avec Brigitte Macron, ou alors Alexis Kohler, ou Bruno Le Maire, qui est resté 7 ans au ministère de l'économie à Bercy. Qu'est-ce que l'on peut conclure finalement de ces relations durables? Est-ce qu'eux aussi ont un rôle à jouer? Je parle de Brigitte Macron ou Alexis Kohler. Ces gens-là aussi influencent Emmanuel Macron, selon vous? Vous en parlez dans le livre. Je pense que la relation entre Emmanuel Macron et sa femme Brigitte me paraît relever quand même de la complexité, mais probablement fondée sur une solide affection entre les deux. Je pense qu'effectivement, il y a sans doute un jeu de pouvoir entre l'une et l'autre, et probablement une certaine harmonie qui fait que ce couple, qui peut apparaître extraordinaire, finalement est un couple qui a traversé le temps, sans anicroche particulière. Alors, pour le reste, je pense que pour Bruno Le Maire, je pense que c'est un homme qui s'est comporté en technicien de l'économie. Voilà. Donc, quelque part, une cheville précieuse, et sans faire de l'ombre au patron. Mais qui n'a pas eu beaucoup de résultats. Mais qui pense en avoir eu, donc qui pense en avoir eu, mais comme
comme M. Macron pense avoir réussi dans ces 7 premières années de mandat. Voilà. Ou, encore une fois, en trouvant toujours des excuses pour expliquer que la situation d'aujourd'hui, c'était une situation qui était inévitable, qu'on ne pouvait pas faire autrement. Hein. Vous voyez, le mégalotimiaque, c'est l'absence de mea culpa. Le mégalotimiaque ne se trompe pas. Voilà. Il est éventuellement trompé par les événements, il est éventuellement soumis à des forces extérieures qui le contraignent à agir dans tel ou tel sens, mais lui n'est pas en cause. Il a fait les bons choix. Voilà, il a fait les bons choix en fonction de la situation du moment. Donc je pense que Bruno Le Maire s'est positionné en non-obstacle, hein, en non-concurrent. Hein, et je pense qu'on peut parler d'une fidélité du ministre de l'économie par rapport au président de la République. Hein. Voilà. Et puis, je pense un grand investissement au quotidien, une grande détermination dans l'action, une grande constance dans l'action, une grande coordination entre évidemment l'Élysée et Bercy. Bon, Alexis Kohler, bon, là c'est aussi l'histoire d'amitié, hein, d'amitié qui viennent de loin, et probablement aussi quelque chose que M. Macron, évidemment, doit approuver beaucoup, c'est la fidélité. Hein. Une fidélité peut-être qu'il ne rencontre pas souvent. Et je pense que là, il a le sentiment d'avoir effectivement, avec les 3 personnes que vous citez, son épouse, le ministre de l'économie et Alexis Kohler, voilà, trois piliers qui lui donnent effectivement le sentiment de ne pas être seul. Parce que je pense que c'est un homme profondément seul. Finalement, est-ce que Emmanuel Macron gouverne pour les Français, dans l'intérêt des Français? Il le pense. Mais... Je crois qu'il est au-delà de ces considérations. Donc, on disait de Gaulle qu'il aimait la France mais pas les Français. J'ai un peu le sentiment qu'Emmanuel Macron n'aime ni la France ni les Français. Mais parce qu'il ne le peut pas. C'est-à-dire, il est enfermé dans ce moi, hein, voilà, qui quelque part lui mange un peu les entrailles. Voilà, et qui le pousse toujours à agir de manière à convaincre le monde, et d'abord la société française, voilà, qu'il est le meilleur, voilà, qu'il est vraiment l'être supérieur. Encore une fois, c'est ça la mégalothymia. Et qu'est-ce qui le rend aussi détaché de toute réalité, quand bien même les statistiques, les données le donnent, prouvent quelque part qu'il y a eu des moments où ça n'a pas fonctionné, ne serait-ce que l'économie, où là c'est très factuel, et les données ne donnent pas raison à ce travail qui a été fait depuis son élection. Voilà, mais il faut bien avoir à l'esprit que dans son esprit, il n'y a pas d'échec. Dans son esprit, il n'y a pas d'échec. Hein. C'est-à-dire, il a été contraint par des forces extérieures, il a dû faire face à des événements qu'il juge imprévus, la crise des Gilets jaunes, hein, ensuite la crise du Covid-19, hein, bon, la crise en Ukraine qui nous a touchés bon, un peu en périphérie. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est qu'il a le sentiment peut-être de ne pas avoir été bien compris, de ne pas avoir bien expliqué. Vous savez, quand un gouvernant n'arrive pas à se faire entendre, hein, c'est toujours oui, ben on a mal expliqué les choses, on ne nous a pas compris, ou ils ne sont pas capables de se mettre à notre place. Hein, donc voilà, donc toujours je suis supérieur, moi je comprends, hein, vous comprenez pas. Voilà, donc il n'est pas dans cette mentalité de reconnaissance d'échec. Voilà. Bon,
jusqu'à nier le fait qu'aujourd'hui, dernier sondage, les 3/4 des Français estiment que ce n'est pas un bon président. Voilà. Un peu comme si on faisait le bilan après la fin de son deuxième mandat. Donc je pense que la question maintenant qui va se poser, c'est comment il va pouvoir durer jusqu'à la fin de son mandat, s'il va jusqu'à la fin de son mandat, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas encore une fois des données politiques qui vont influencer son choix. C'est-à-dire, c'est l'entêtement. Voilà. Tout simple. J'ai été élu, le peuple m'a mandaté, j'irai au bout de mon mandat. Point. Point final. Voilà. Donc je pense que la démission, par exemple, dont il dit qu'elle est impensable, voilà, elle sera impensable qu'aussi longtemps que le blocage politique dans lequel nous sommes et qui probablement va encore s'accentuer, que le blocage politique ne l'obligera pas, ne l'obligera pas, encore une fois, à cette décision que pour le moment il écarte. Voilà. Mais c'est une hypothèse effectivement qui est sur la table. Alors, moi j'en ai évoqué une autre dont personne ne parle, mais qui pourtant est dans la Constitution, comme d'ailleurs la procédure de destitution en cours, c'est le recours à l'article 16. Et dans ce cas de figure, donc ? Alors, dans ce cas de figure, quand le président seul constate qu'il y a interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il décroche son téléphone, il avertit son Premier ministre, les présidents des deux chambres, le président du Conseil constitutionnel, et il dit, voilà, je m'empare de l'article 16 qui me donne les pleins pouvoirs, exécutifs, législatifs, judiciaires. Je le maintiendrai tant que la situation n'est pas rétablie. Voilà. C'est très facile à mettre en œuvre. D'ailleurs, le général de Gaulle avait mis en œuvre cette mesure en 1961. Dans un cas de figure beaucoup plus grave. Voilà, mais sans que les deux conditions aient véritablement été réunies. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'interruption du fonctionnement du pouvoir politique. Les institutions continuent à fonctionner. Il n'y avait pas un péril international, qui est la deuxième condition. Alors évidemment, il y avait les événements d'Algérie, mais qui n'étaient pas considérés comme péril extérieur. Voilà. Donc, nonobstant ça, un cas de guerre civile. Voilà. Mais nonobstant ça, alors on n'était pas dans une guerre civile ouverte quand même. Nonobstant ça, le général de Gaulle a déclenché l'article 16. Alors là où effectivement cette hypothèse n'est peut-être pas la plus probable, c'est que si elle est constitutionnellement légale, ou si elle serait constitutionnellement légale, elle serait quand même démocratiquement très contestable. Très contestable. Et là, effectivement, on pourrait crier à la dictature, parce que on se retrouve dans une situation à la romaine. L'article 16 institue le président comme un dictateur temporaire. C'est le propre de la définition de la dictature. Vous concluez d'ailleurs dans votre livre sur cette citation « Nous avons voulu le couler, il nous use » de Charles Péguy, si je ne dis pas de bêtises. Comment vous expliquez cette citation ? Est-ce qu'Emmanuel Macron serait devenu l'ennemi des Français ? Je crois encore une fois qu'il n'est l'ennemi que de lui-même, dans certaines circonstances, qui le pousse à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions. Mais c'est vrai que, peut-être pour employer une formule un peu simple, on peut dire qu'il a la baraka. Pour le moment, il s'est sorti de toutes les situations piégeantes ou piégeuses, comme on dit aujourd'hui. Il est toujours présent. Il n'y a pas changement de pouvoir, puisqu'il conserve les pouvoirs que lui donne la Constitution. Il n'y a pas véritablement cohabitation, puisque quand même le Premier ministre appartient au même camp de la droite ou de la pseudo-droite, si on y place
on y place la Macronie. Donc je pense que si les Français peuvent se sentir usés à bien des égards, et très usés pour un certain nombre d'entre eux, lui quand même développe des capacités de résistance quand même assez phénoménales. Donc en termes de perspective, vous n'imaginez pas que Emmanuel Macron puisse tenir durablement vous savez, son principe a toujours été de vouloir être le maître des horloges. Donc de gérer le temps en gagnant. Effectivement, dans beaucoup de circonstances, il a gagné beaucoup de temps. Voilà. Je pense que là, il a encore gagné du temps. Voilà, mais il faut bien savoir que, vous savez, un président en fin de mandat est quelque part obsédé par la tristesse de la fin de mandat. C'est-à-dire, c'est impensable. C'est impensable pour un dirigeant que de penser qu'un jour il ne le sera pas. Tous les présidents ont pensé de cette manière. Et tous les présidents qui ont échoué à obtenir un second mandat ont rêvé ou rêvent encore d'en avoir un deuxième. Ça a été Giscard d'Estaing après avoir échoué en 1981. Ça a été Nicolas Sarkozy qui a rêvé d'un retour. Voilà. Et on peut penser que François Hollande rêve d'un retour. Et de se retrouver un jour dans la position d'être le recours de la gauche par rapport effectivement à son propre destin. Et n'oublions pas que Emmanuel Macron, même sachant qu'il est évidemment à son dernier mandat, a quand même dit un jour, en évoquant justement cette situation, limité à 2 mandats, ça a quand même été une belle connerie. Donc ça sous-entend peut-être, vous le pensez que... Ça sous-entend que tout est possible. Après tout, vous savez, les constitutionnalistes s'interrogent sur le fait, par exemple, s'il démissionnait aujourd'hui, est-ce qu'il aurait le droit de se représenter, sachant que le deuxième mandat n'a pas été fait entièrement, est-ce qu'il pourrait repartir pour un autre mandat? Voilà. Et comme il est interdit d'avoir 2 mandats consécutifs, peut-être qu'on peut laisser passer effectivement un mandat et puis revenir pour un 3e mandat, mais qui ne serait pas consécutif. Vous savez, la Constitution, on peut en faire aussi, plusieurs lectures. Voilà. Mais je pense que le président Macron est convaincu qu'il n'a pas fini son travail, qu'il n'a pas fini ses réformes. Que de jours meilleurs viendront, que peut-être il y aura suffisamment de catastrophes au niveau du gouvernement. D'ailleurs, je pense qu'un mégalothymniaque, c'est quelqu'un qui espère la chute de ceux qu'il investit. Bon. Pour moi, la mésentente cordiale avec Gabriel Attal était évidente. C'est-à-dire, encore une fois, il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un, quel qu'il soit, puisse lui succéder. Voilà, donc quelque part, on tue tous les prétendants possibles. Voilà, où on accepte qu'ils aillent dans des situations suffisamment compliquées pour qu'effectivement il y ait échec. Et par exemple, un échec de M. Barnier pourrait lui permettre de dire bon, je suis là, ne vous inquiétez pas, je suis le sauveur, donc on va rétablir les choses. Alors comment je ne sais pas, mais... Ça signifierait aussi qu'il est au pied du mur, puisque un échec de ce gouvernement-là donc précipiterait la nomination d'un nouveau gouvernement qui potentiellement lui aussi serait désavoué, et finalement ce serait vraiment à lui de partir, ce serait la dernière solution. Oui, et puis alors, si on veut être totalement pessimiste, même s'il y avait demain une nouvelle élection présidentielle, quel que soit le vainqueur, on ne voit pas comment pourrait se reconstituer une majorité et une opposition au sens classique du terme entre une gauche et une droite. Nous avons 3 blocs minoritaires. Voilà. Bon, quel que soit le vainqueur de la prochaine élection, est-ce que ça changerait la donnée? Voilà. Donc ça veut dire que ça va être très compliqué et qu'on aurait peut-être intérêt, dans la perspective d'une élection, quelle que soit la date, d'introduire très très vite la représentation proportionnelle.
hein, pour permettre d'entrer dans une logique de compromis. Hein, parce que le système bipolaire, hein, le système majoritaire, ne permet pas d'inscrire les choses dans une logique autre que une opposition gouverne, et puis la majorité, quand elle devient opposition, gouverne mais à son tour, bon, ce qu'on appelle l'alternance avec la cohabitation. Bon, ça, c'est un schéma, à mon avis, qui est un peu effacé par le fait que les Français ont choisi d'avoir 3 blocs, 4 blocs, et non pas 2 comme autrefois. Très bien. Avant de finir cet entretien, je voudrais vous faire commenter donc, le titre. On en a parlé un petit peu avant cet entretien, donc ce président anormal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre, ce président anormal, la mégalothymie, on en a un peu parlé. Pourquoi ce titre ? Un président anormal avec le tiret, encore une fois, entre A et normal. Bon, c'est un président qui gouverne en s'affranchissant des normes auxquelles se soumettent volontiers tous les dirigeants, c'est-à-dire les normes sociales, les normes politiques, les normes économiques, les normes psychologiques. Ils bouleversent tout, hein. Nous l'avons vu avec le libéralisme. Bon, on le prend si ça m'intéresse, mais si ça ne m'intéresse pas, si ce n'est pas conforme à mon état d'esprit psychologique. Voilà, donc la normalité avec le tiret, ce n'est pas forcément la normalité au sens psychologique du terme. Voilà, la mégalothymia, encore une fois, qui est l'axe central de ce livre, hein, c'est de montrer, encore une fois, cette recherche permanente de la supériorité sur l'environnement et sur le monde, qu'il soit européen ou international. Merci beaucoup, monsieur Michel Fils, pour ce nouvel entretien et pour ce livre. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois pour un grand entretien Omerta. Je vous rappelle la sortie de notre dernier magazine, L'Empire contre-attaque, disponible dans plus de 5000 kiosques à travers la France. N'oubliez pas également de nous suivre sur nos réseaux sociaux, mais également avec l'application Omerta et le site internet www.omertamedia.fr.